Salut. Alors là je fais la vidéo, c'est pas pour... Enfin je monte ma tête, c'est pas pour montrer ma tête, c'est juste parce que là ce coup-ci, voilà, avec un vrai micro, peut-être bien que ça va marcher mieux. Sauf que là, à côté du micro, il y a aussi le ventilateur. Donc ça fait bzzzt. Ça s'entend, ainsi que le frigo. Bon voilà. Pourquoi une petite vidéo? C'est pour faire un tour de propriétaire de Castars. Je ne l'ai jamais fait. Je suis rentré plus sur des points précis. Là, je vais essayer plus de montrer les grandes fonctionnalités d'Ecos. Dans les grandes lignes, le focuseur, on n'a jamais regardé. Le suivi non plus. Pour montrer un petit peu les différentes possibilités de l'outil. Je vais cacher ma tête. Voilà, donc c'est reparti. On a ici toujours Castars qui tourne. J'ai un petit peu étoffé la config de simulation en mettant cette fois-ci donc toujours le simulateur de monture, une CCD en tant que guideur, un focuseur. Je commence à m'y connaître en focuseur là, avec les Arduino en ce moment, là, c'est chaud. Et aussi une roue à filtre. Toujours ma petite ED80 ainsi qu'un guideur, le guideur de base là en parallèle. C'est parti, on le fait en local hein, avec les simulateurs, c'est largement suffisant. On démarre Ecos, enfin Indy d'abord. Vous voyez que donc comme d'habitude chaque appareil fait l'objet d'un onglet, les filtres, la monture, le focuseur et la caméra. Comme ils sont tous des simulateurs, il n'y a pas d'option particulière. Echo s'est démarré, il s'est connecté automatiquement parce que j'ai dû cocher quelque part que ça devait se connecter automatiquement. Alors, le tour du propriétaire, que se passe-t-il? Chaque grande étape, chaque fonctionnalité fait l'objet d'un onglet particulier sur la partie gauche en ce qui me concerne. On peut le mettre sur le dessus d'Ecos, ça dépend des résolutions des écrans qu'on utilise. Moi avec un petit portable, là je trouve plus pratique de l'avoir à gauche. Alors on va commencer. Alors ils apparaissent pas toujours dans le même ordre, c'est en fonction de la façon dont ils se connectent. Il faut les connaître. Donc la monture c'est ici. La monture, qu'est-ce qu'il y a dans la monture? On nous rappelle que quelque part dans nos configurations, on a chargé mon ED80, la voilà qui revient ici, et mon guideur, ma petite lunette guide en parallèle, avec cette focale qui avait été calculée par Astrométrie. Je garde précieusement ce chiffre pour plus tard. On peut donc faire les opérations de base sur la monture, hein, la parquer, la déparquer, ou enclencher le tracking. Ça pour la monture, voilà, il n'y a pas de... je pense que c'est assez explicite comme ça. Ah bah ouais, je ne l'ai pas débarqué, voilà, ça commence. Elle est débarquée, et voilà. Et on peut, en appuyant ici là-haut, là, on peut obtenir cette petite boîte de contrôle de la monture, bien connue des utilisateurs d'Ascom. Voilà, ça a été un peu clairement pompé dessus, hein, on reconnaît un peu l'inspiration. Moi je l'utilise pas, c'est pas bon, c'est une question de goût. Ensuite, une fois qu'on a connecté ça, une fois que sa monture est pas configuré mais disons utilisable, on peut voilà, on clique à un endroit dans le ciel. Là c'est la position de parc, elle était là, donc elle s'est déparquée à cet endroit là, et je vais aller faire un slew quelque part à l'endroit choisi. Voici. Et l'idée, comme je l'ai déjà fait auparavant dans plusieurs vidéos, hein, c'est donc de dire, au fur et à mesure, c'est des endroits où on se balade dans le ciel, c'est d'aller construire un modèle d'alignement avec l'astrométrie. Alors donc l'étape d'après, c'est d'aller faire une capture. Alors là, on peut le faire soit avec
le télescope principal, soit avec la lunette guide. Je vais le faire là, ici, avec le télescope principal. Je vais faire une pause de 10 secondes en bin de 2 pour avoir suffisamment d'étoiles sur le champ. Et donc, on va faire une capture bidon pour rien du tout. On va pas la conserver pour faire de la photo, mais on va juste s'en servir pour aligner la monture. Je parle pas d'alignement polaire, je parle bien de modèle d'alignement sur le ciel. Donc je vais faire une capture. Voilà. Et avec l'astrométrie, voilà, il me résout la position de la monture par rapport au ciel. A priori, il a dû m'ajuster l'endroit exact. Voilà, il m'a fait une petite, il m'a mis la position du capteur sur le ciel. Ce qu'on peut faire, donc, c'est à plusieurs endroits, on peut faire quelques sloughs différents. Voilà, on va les voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Et on recommence. On fait encore un capture and solve, c'est-à-dire que, et à l'issue du capture and solve, on va faire une synchro de la monture. Je ne l'ai pas dit tout de suite là, mais voilà, donc on recommence. Et vous voyez donc, à chaque fois qu'on fait ça, il ajoute une ligne ici qui permet donc d'avoir le modèle d'alignement de la monture par rapport au ciel. Et chaque point vient s'ajouter ici sur ce graphique pour voir un peu comment on est positionné par rapport au ciel. Ça permet donc, quand on revient au même endroit, d'avoir des positionnements très précis. L'astrométrie pour ça, là, elle est vraiment, c'est vraiment super bien fichu. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce petit bouton d'agrandissement du cliché qui a été pris, et on peut aussi s'amuser, alors déjà d'une part, à afficher les objets qui ont été identifiés dans le ciel. Donc là voilà, bon, j'en ai qu'un, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il m'en aurait mis plus. Et ce que je peux faire, c'est dire, bah non, voilà, je suis en train d'ajuster mon cadrage, je voudrais, en fait, je voudrais me centrer plutôt sur celle-ci. Et donc il me propose de faire un slew directement à partir de l'image et non plus sur la simulation du ciel par Castars. Il me propose d'aller m'aligner là-dessus. Donc c'est parti. Donc la monture a dû bouger. Je sais même pas si... oui voilà, on voit ça s'est décalé par rapport au cliché précédent. La monture a dû bouger. Voilà. Et je peux refaire un capture and solve. On voit que les coordonnées ont bougé. Et cette fois-ci, alors je n'ai pas été vérifié, mais normalement le champ a été rectifié. La monture a bougé pour se positionner précisément sur l'étoile que j'avais pointée avec mon curseur. On peut afficher les grilles, on peut afficher les étoiles qui ont été détectées. Donc voilà, ça c'est l'astrométrie, sans parler du polar alignement, de l'alignement polaire. Hein. C'est vraiment au fil de l'eau, on peut aligner la monture avec l'astrométrie. Au fil de l'eau, au fil de la nuit. Voilà, donc ensuite on peut s'amuser avec le focuseur qui ne marchera pas bien là, avec les simulateurs, parce que évidemment la mise au point est constante, on va dire, mais néanmoins voilà comment ça se passe. Il y a tout un tas d'options, il peut choisir lui-même l'étoile qui est sélectionnée dans le champ. Voilà, je prends une photo, voilà, et il m'a dit, bah voilà, celle-ci elle est pas trop mal, et je peux clairement, vraiment sans chercher à peaufiner les réglages et les options, voilà, je dis autofocus, puis il prend une série de clichés, puis il fait le FWHM là du champ qui est là, pour chaque position du focuseur. Et ensuite, il se repositionne à l'endroit le meilleur calculé. Alors, il y a plein d'options. On peut dire, voilà, comment est-ce qu'il le fait, soit avec des méthodes. Je sais même pas ce qu'il y a de caché derrière. Mais bon, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est assez précis. Je pense qu'avec le petit focuseur Arduino que je me suis fait, maintenant, ça va être encore meilleur parce que c'est beaucoup plus précis. J'en avais un autre avant. C'était pas terrible. Mais là, vraiment, je l'ai essayé 2-3 fois. C'est vraiment chouette.
Voilà pour le focuseur. Ensuite, il y a le guideur, l'autoguide. Alors pareil, là, moi j'ai jamais utilisé PHD2 ou quoi que ce soit d'autre. Apparemment, toi, ça a l'air quand même assez utilisé de par le monde. Vous voyez, il y a la petite icône là. Bon, je l'ai essayé une fois, ça m'a pas paru compliqué plus que ça, mais comme il est là aussi inclus dans Ecos, j'ai plutôt eu tendance à utiliser ce guideur là. Qui m'a finalement rendu tout à fait bien le truc. Alors c'est peut-être ma config, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est un principe assez simple. On fait une capture, on sélectionne une étoile, on calibre, ça se fait une fois pour toutes. On le laisse faire son travail. Il détermine les options de rattrapage qu'il doit y avoir sur sur les deux axes. Alors on peut le faire que sur un axe. Franchement, j'ai jamais été chercher à modifier les options là-dedans, mais voilà, il fait ses petits calculs de dérive. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour pouvoir savoir comment rattraper sur le ciel après. Alors je sais pas s'il va réussir à me trouver une solution intéressante. Il est probable que ça échoue. Puisque en vrai les pulses de rattrapage là vont pas faire grand chose sur la monture en simulation. On va le laisser peut-être 2 minutes aller jusqu'au bout. Je suis pas convaincu qu'il y arrive. Ouais, je vais abandonner. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tout à fait utilisable. En vrai, ça marche assez bien. Enfin, j'ai pas eu à me prendre la tête avec cet outil-là. Donc finalement, le mieux étant l'ennemi du bien, ça restera comme ça jusqu'à ce que je trouve que ça va plus. Voilà, donc ça c'était l'autoguideur. Et puis le panneau principal là qui rappelle un petit peu tous les trucs qui sont en cours, c'est plutôt le panneau principal de contrôle de tout l'ensemble. Quand on a un ensemble de prises de vue qui sont en cours, il nous dit l'état d'avancement de chaque cliché, de chaque séquence. Le focus, là, quand il se recalcule automatiquement dans certains jobs, on peut le voir évoluer. Et pareil, ici, on a les graphiques de l'autoguide qui défile au cours du temps pour surveiller un peu l'ensemble du processus. Je vais pas revenir sur les fenêtres de clichés que j'ai déjà un petit peu montré dans les précédentes vidéos là sur les mosaïques. Mais bon, on retrouve ici tout ce qui concerne une prise de vue ou un ensemble de prises de vue. On peut enchaîner les unes derrière les autres avec différentes options. Il y a toujours pareil, voilà, on peut faire un preview, voilà, super, je suis content, ça m'a pris la photo. On peut les enchaîner, faire des sauvegardes, les sauvegarder sur la machine, évidemment. Je passerai sur les options de remote. Et puis bien sûr un scheduler que j'ai un peu plus détaillé là c'est pareil dans les mosaïques. Le scheduler, c'est appliquer un ensemble de prises de vue, c'est-à-dire, je sais pas, 10 dark, 20 flat, ou tout ça, et on les regroupe dans un ensemble logique, et on les positionne à un endroit du ciel. Et le job peut s'exécuter, cette séquence peut être appliquée n'importe où sur le ciel. C'est ça un job. Voilou, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Voilà, c'était un petit tour du propriétaire d'Ecos vite fait. Il y a plein d'autres choses aussi, alors sur Castars proprement dit, là effectivement, là dernièrement il y a eu l'apparition de cette nouvelle petite chose là, le Hips All Sky Overlay. C'est pas mal, c'est marrant, on voit voilà, bon c'est assez buggé, hein, les images c'est un peu bizarre des fois, mais c'est pas désagréable d'avoir le petit fond de ciel là où on retrouve des vraies images. D'ailleurs c'est marrant, on s'imagine avec quel télescope ça a pu être pris tout ça. Voilà, je sais pas quoi montrer d'autre, il y a plein d'autres choses, je n'ai jamais creusé non plus, mais le Castars est quand même assez puissant
Bon, c'est surtout par le- l'intervention d'Icos, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher dedans. Je pense qu'il n'a pas à pâlir devant les autres solutions beaucoup plus chères qu'on trouve par ailleurs. Et celle-ci, on peut l'utiliser aussi sur Windows, hein, je vous le rappelle. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai le temps de faire la prochaine sur le fait de détailler l'astrométrie. L'astrométrie, c'est vraiment à régler, c'est quand même un peu tatillon, mais une fois que ça marche, c'est extraordinaire. Voilà. À bientôt, salut!